Le 14 mars 2024, à exactement 22h17, une caméra de surveillance capte une scène ordinaire. Un homme marche lentement dans un couloir étroit. Il tient un sac à la main. Son visage est calme, presque fatigué. Cet homme s'appelle Ibu. Il rentre chez lui, comme tous les soirs. Un geste simple, une routine banale, rien qui ne mérite qu'on s'y attarde. Pourtant, c'est la dernière fois que quelqu'un le verra. La caméra enregistre tout. Son arrivée, le bruit léger de ses pas, la porte qui s'ouvre, puis se referme. Et après ça, plus rien. Pas de sortie, pas de mouvement, pas de traces. Comme si il s'était évaporé. Le lendemain matin, tout semble normal. La ville se réveille. Les voitures circulent. Les gens vivent, sans savoir qu'un mystère vient de naître. Mais à 9h42, quelque chose change. Le téléphone d'Ibu sonne. Encore et encore. Mais personne ne répond. Ses collègues pensent à un retard. Sa famille s'inquiète doucement. Puis, l'inquiétude devient étrange. Parce qu'Ibu ne disparaît jamais. À midi, les appels deviennent insistants. Les messages s'accumulent. Toujours aucune réponse. Alors, quelqu'un décide d'aller voir. Devant la porte de son appartement. Tout est silencieux. Trop silencieux, on frappe. Une fois, deux fois, puis plus fort. Rien. Aucun bruit à l'intérieur. Aucun mouvement. Comme si l'endroit était vide. Mais ce n'est pas possible. Parce que la veille, il était là. La police est appelée. Quelques minutes plus tard, le couloir se remplit d'une tension étrange. Les agents observent la porte. Ils savent déjà que quelque chose ne va pas. Ils forcent l'entrée. La porte cède. Et ce qu'ils découvrent n'a aucun sens. L'appartement est parfaitement intact. Rien n'est renversé. Rien n'est cassé. Rien ne semble déplacé. La télévision est éteinte. La cuisine est propre. Le lit n'a pas été utilisé. Mais une chose est certaine. Ibu n'est pas là. Pourtant, tout indique qu'il n'est jamais sorti. La porte était verrouillée de l'intérieur. Les fenêtres, fermées. Aucun signe d'effraction. Aucun passage possible. Alors une question commence à s'installer. L'entertainment profondément. Comment un homme peut-il disparaître? Sans quitter son propre appartement, les enquêteurs inspectent chaque détail, chaque objet, chaque recoin. Mais plus ils cherchent, plus le mystère s'épaissit. Parce qu'il n'y a rien. Rien à comprendre. Rien à suivre. Rien à expliquer. Juste une absence. Une absence parfaite. Et dans ce silence, une sensation étrange commence à naître. Comme si quelque chose s'était produit ici. Quelque chose d'invisible. Et peut-être quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Ce soir-là, Ibu est rentré chez lui. Mais il n'en est jamais ressorti. Et ce n'est que le début. Quand la porte s'ouvre, le silence est total. Pas ce silence ordinaire, non. Un silence lourd, presque oppressant, comme si l'appartement retenait quelque chose. Les policiers entrent lentement. Leur regard parcourt chaque détail, chaque objet, chaque ombre. Tout est à sa place, trop à sa place. Aucun signe de lutte, aucun meuble déplacé, aucune trace de panique. C'est comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, quelque chose a forcément eu lieu. Parce qu'un homme ne disparaît pas. Sans raison. L'un des agents s'approche de la porte, il examine la serrure. Fermée de l'intérieur. Pas forcée. Pas manipulée. Juste verrouillée. Les fenêtres sont ensuite vérifiées. Fermées elles aussi, hermétiques, aucune issue, aucune fuite possible. L'appartement devient alors une énigme. Une pièce fermée, sans solution. Mais ce n'est pas tout. Sur une petite table, au milieu du salon, un téléphone, celui d'Ibu, éteint, immobile, comme abandonné. Un enquêteur le prend, l'observe, puis il l'allume, l'écran s'illumine. Et à cet instant, tout bascule. Une notification apparaît. Un message, envoyé à 2h03 du matin, plusieurs heures après la disparition d'Ibu. Le contenu est court. 3 mots. Je ne suis pas seul. Le silence change immédiatement de nature. Il devient inquiétant, parce que ce message ne devrait pas exister. À 2h03, Ibu était déjà censé avoir disparu. Alors, qui a écrit ce message? Un intrus, mais aucune trace d'entrée. Un complice, mais aucune présence détectée, ou pire. Était-ce Ibu lui-même? Mais dans ce cas, où est-il? Les enquêteurs échangent des regards. Pour la première fois,
Le doute s'installe réellement. Ce n'est plus une simple disparition. C'est quelque chose de plus complexe, de plus dérangeant. Le téléphone est analysé. Aucun appel sortant. Aucune activité visible. Sauf ce message, unique, isolé. Comme un signal. Ou un avertissement. L'un des agents relit les mots à voix basse. Je ne suis pas seul. Et soudain, une question terrifiante émerge. Et si il ne l'avait jamais été? L'appartement semble alors différent. Les ombres paraissent plus profondes. Les coins plus sombres. Comme si quelque chose pouvait s'y cacher, invisible, présent, observant. Les policiers continuent leur inspection. Mais désormais, chaque détail devient suspect. Chaque bruit, chaque silence prend une autre signification. Parce que ce message change tout. Il transforme une disparition en mystère vivant. Et surtout, il suggère une chose. Ibu n'était peut-être pas seul au moment de disparaître. Et peut-être qu'il ne l'est toujours pas. Après la découverte du message, l'enquête change de direction. Ce n'est plus seulement une disparition physique. C'est désormais une présence numérique. Les enquêteurs décident d'examiner l'ordinateur d'Ibu. Un appareil ordinaire, posé sur un bureau, éteint. Comme tout le reste, il semble normal. Mais dans cette affaire, rien ne l'est vraiment. L'ordinateur est allumé. L'écran s'illumine lentement. Et très vite, les premières anomalies apparaissent. Des connexions récentes, très récentes, horodatées après 22h17, après son entrée dans l'appartement, après sa disparition. Les enquêteurs se regardent. Une fois encore, quelque chose ne colle pas. Ils ouvrent l'historique de navigation. Et là, une série de recherches attire immédiatement leur attention. Comment disparaître sans laisser de traces? Effacer son identité numérique. Vivre sans exister officiellement. Le silence s'installe dans la pièce. Parce que ces recherches ne sont pas anodines. Elles dessinent une intention, une préparation, comme si Ibu avait anticipé sa propre disparition. Mais alors, pourquoi? Et surtout, quand? Les horaires sont clairs. Ces recherches ont été effectuées après 2 heures du matin, après le message, après le moment où il était déjà censé ne plus être là. L'un des enquêteurs murmure. Quelqu'un utilise ses comptes. Mais une autre hypothèse, plus dérangeante, prend forme. Et si ce quelqu'un, c'était lui? Les fichiers sont ensuite analysés. Et c'est là que l'affaire bascule encore une fois. Un dossier caché est découvert, protégé, presque invisible. À l'intérieur, plusieurs vidéos, non classées, non identifiées, comme si elles ne devaient jamais être trouvées. Une vidéo est lancée. L'image est sombre, instable. On distingue lentement un visage. Celui d'Ibu. Il est assis, face à la caméra. Mais quelque chose ne va pas. Son regard est différent, fixe, fatigué, presque absent. Il ne parle pas tout de suite. Il regarde autour de lui, comme s'il écoutait, comme s'il vérifiait que personne ne l'entend. Puis, il se penche légèrement vers la caméra, et il murmure. Il regarde, l'image tremble, le son devient instable, puis la vidéo s'arrête brusquement. Les enquêteurs restent silencieux, personne ne parle, parce que ce qu'ils viennent de voir ne ressemble pas à un simple témoignage. Ça ressemble à une peur, une vraie peur, une peur vécue. D'autres vidéos sont ouvertes, et à chaque fois, le même schéma. Ibu parle seul, il chuchote. Il regarde derrière lui, il semble traqué. Mais traqué par quoi? Par qui? Aucune présence visible, aucun bruit identifiable. Juste lui. Et cette peur qui grandit, lentement, progressivement, jusqu'à devenir incontrôlable. Une dernière vidéo attire l'attention. Plus courte, plus récente. L'image est presque noire. On distingue à peine son visage. Mais on entend clairement sa voix. Il dit « Ils ne veulent pas que je parte ». Puis un silence, long, pesant. Et enfin, « Mais j'ai trouvé comment ». La vidéo s'arrête définitivement. Cette fois, il n'y a plus de doute. Ibu préparait quelque chose de précis, quelque chose de volontaire. Mais une question reste. Était-il en train de fuir ou d'échapper à quelque chose? Et surtout, a-t-il réussi? Les vidéos retrouvées dans l'ordinateur d'Ibu ne ressemblent pas à de simples enregistrements. Elles ont été faites dans un but précis, comme si il voulait laisser une trace, ou peut-être un message
Les enquêteurs décident de toutes les analyser, une par une. La première est courte. Ibu est assis face à la caméra. La lumière est faible, presque insuffisante. Son visage apparaît à moitié dans l'ombre. Il fixe l'objectif, sans parler. Plusieurs secondes passent, puis il chuchote. Ils écoutent, silence. Il tourne lentement la tête, vers sa gauche, comme s'il venait d'entendre quelque chose. Mais rien n'apparaît à l'écran. Rien, sauf lui. La vidéo s'arrête brutalement. Une deuxième vidéo est lancée. Cette fois, Ibu semble plus agité. Il parle plus vite, respire plus fort. Ses yeux bougent constamment, comme s'il surveillait plusieurs choses à la fois. Il dit « Ils savent que je sais ». Il se rapproche de la caméra, trop près. Son visage devient presque déformé par l'objectif. Et il murmure « Ils sont déjà là ». Puis il recule brusquement, comme surpris par quelque chose. Derrière lui, il se retourne. L'image tremble. Mais encore une fois, rien, absolument rien. Une troisième vidéo commence. L'ambiance est différente, plus calme, trop calme. Ibu est assis, immobile, il regarde la caméra, comme s'il s'adressait à quelqu'un ou à quelque chose. Il dit « Si vous voyez ça, c'est que je n'ai plus le choix ». Sa voix est posée, mais vide, comme détachée, comme s'il avait accepté quelque chose d'inévitable. Il baisse les yeux, puis ajoute « Ils ne veulent pas que je parte ». Un silence lent. Puis « Mais je vais essayer quand même ». Les enquêteurs continuent, vidéo après vidéo. Et à chaque fois, la même sensation. Une présence invisible. Une menace jamais montrée, mais toujours ressentie. Ibu ne parle jamais clairement de qui. Il ne donne aucun nom, aucune description. Juste « il ». Un mot simple, mais suffisant pour créer une peur réelle. Puis, une dernière vidéo apparaît. Elle est différente, plus sombre, plus instable, comme si elle avait été enregistrée. Dans l'urgence, l'image est floue. La caméra semble posée à la hâte. On entend une respiration, rapide, stressée. Puis Ibu entre dans le cadre. Il regarde directement la caméra. Ses yeux sont grands ouverts, terrifiés. Il murmure. Ils sont là. Cette fois, sa voix tremble. Ce n'est plus du doute. Ce n'est plus de la paranoïa. C'est de la peur pure. Il se tourne lentement vers quelque chose hors champ. L'image tremble, le son grésille. Et juste avant que la vidéo ne coupe, il dit « Ils m'ont trouvé ». Noir total. Le silence envahit la pièce. Les enquêteurs restent figés. Parce que maintenant, une chose est claire. Ibu ne faisait pas semblant. Il croyait vraiment être observé, traqué, suivi. Mais par qui? Ou par quoi? Était-ce réel? Ou le fruit de son esprit? Parce qu'à ce stade, les deux hypothèses sont possibles. Mais une chose dérange encore plus. Si personne n'était là, alors pourquoi? Dans toutes les vidéos, Ibu agit comme si quelqu'un était présent. Et surtout, pourquoi cette sensation étrange? Que quelque chose était réellement avec lui, peut-être invisible, peut-être silencieux, mais présent. Et peut-être toujours présent. Les vidéos ne sont plus suffisantes. Les enquêteurs décident d'aller plus loin. Ils cherchent tout ce qui pourrait expliquer ce qu'Ibu vivait réellement. Et c'est dans un dossier oublié qu'ils trouvent quelque chose de plus intime. Des journaux, des notes personnelles, écrites à la main, datées des semaines avant la disparition. Au début, rien d'anormal. Des phrases simples, des pensées quotidiennes. Mais très vite, le ton change. Les mots deviennent plus lourds, plus sombres. Je sens une présence quand je suis seul. Je crois qu'on m'observe même dans le silence. Les murs ne sont pas vides. Les enquêteurs lisent en silence. Aucun commentaire. Parce que ce type de phrase n'est pas rare chez les personnes en détresse psychologique. Mais ici, quelque chose dérange, la précision, la répétition. Et surtout, la cohérence. Chaque page semble construire la même idée. Ibu ne se sentait jamais seul. Jamais. Une page attire particulièrement l'attention. Elle est griffonnée rapidement, presque nerveusement. On peut lire. Quand je ferme les yeux, ils restent. Quand je les ouvre, ils sont encore là. Alors où est-ce qu'ils se trouvent? Une autre page parle de son. Des pas dans le couloir. Mais quand je regarde, il n'y a personne. Je suis le seul à entendre. Les enquêteurs commencent à comprendre un élément crucial. Ibu ne décrivait pas seulement une peur. Il vivait une expérience constante, continue.
sans pause. Mais la question devient plus délicate. Était-ce réel ou était-ce une construction mentale? Un psychiatre est appelé pour analyser les notes. Son verdict est prudent, très prudent. Il parle de stress intense, de paranoïa possible, de fatigue mentale extrême. Mais il ajoute quelque chose de plus troublant. La répétition des schémas est inhabituelle. Ce niveau de cohérence est rare. Les enquêteurs restent silencieux. Parce que maintenant, deux lectures existent. Une explication rationnelle et une autre, beaucoup plus inquiétante. Dans une dernière page du journal, une phrase change tout. Elle est écrite en lettres tremblantes, presque effacée, mais lisible. Ils savent que j'ai compris. Puis, une autre ligne, plus courte, plus directe. Je dois partir avant eux. Les enquêteurs s'arrêtent. Cette phrase ne parle plus de peur, elle parle d'action. Ibu ne subissait plus seulement quelque chose. Il croyait devoir agir, réagir, fuir. Mais fuir quoi? Exactement? Une personne? Une idée? Ou quelque chose d'invisible? Que lui seul percevait? Et surtout, la question la plus importante. S'il croyait devoir partir, est-ce qu'il a vraiment choisi de disparaître? Ou est-ce que sa disparition était déjà commencée, bien avant le jour où il a franchi cette porte? Après l'analyse des journaux, une nouvelle piste apparaît. Les enquêteurs décident d'examiner ses activités numériques plus en profondeur. Et ce qu'ils découvrent change encore la perception du dossier. Plusieurs comptes, plusieurs identités, mais tous liés à la même personne, Ibu. Au début, cela semble banal, des pseudonymes, des comptes secondaires, des habitudes numériques normales. Mais en regardant de plus près, une anomalie apparaît. Certains comptes communiquent entre eux, comme s'ils étaient deux personnes différentes. Les messages sont analysés. Sur un premier compte, il m'observe. Sur un second compte, tu exagères. Silence dans la salle d'enquête. Les agents relisent, une fois, deux fois, trois fois. Mais les messages ne changent pas. Ils se répondent, comme une conversation. Mais entre deux identités, supposées être la même personne. L'un des enquêteurs murmure. Il se répond à lui-même. Mais personne ne réagit, parce que l'explication semble trop simple, trop confortable. D'autres échanges sont découverts, de plus en plus récents, de plus en plus structurés. Une discussion entière est reconstituée. Tu dois arrêter de penser comme ça. Tu ne comprends pas ce que je vois. Rien n'est réel. Tout est réel. Les lignes deviennent floues. Impossible de distinguer qui parle à qui, ou si ce sont vraiment deux voix. Les experts en cybersécurité arrivent à une conclusion prudente, techniquement. Tout peut venir du même utilisateur. Mais psychologiquement, cela ne ressemble pas à une simple organisation de comptes. Cela ressemble à un conflit interne, une division, une fracture, une personnalité divisée en deux expressions. Les enquêteurs rouvrent les vidéos. Et là, un détail passe inaperçu au début, mais devient important maintenant. Dans certaines vidéos, Ibu ne parle pas de la même manière. Parfois calme, parfois agité, parfois presque méfiant envers lui-même. Une phrase revient dans plusieurs fichiers. Je ne suis pas sûr que ce soit moi. Les enquêteurs se figent, parce que cette phrase change la perspective. Ce n'est plus seulement une peur extérieure. Ce n'est plus seulement une paranoïa. C'est une rupture interne, une identité qui doute d'elle-même, une conscience qui ne se reconnaît plus. Et une question commence à s'imposer doucement. Et si Ibu n'était pas une seule personne au moment de sa disparition, mais deux, ou pire, quelqu'un qui ne savait plus qui il était réellement, à ce stade de l'enquête. Plus rien n'est simple, ni la disparition, ni les messages, ni même l'identité d'Ibu, tout semble fragmenté, instable. Comme si la réalité elle-même commençait à se fissurer. Une nouvelle hypothèse apparaît, d'abord discrète, presque ignorée, puis de plus en plus difficile à écarter. Et si Ibu n'était pas seul dans son esprit, pas au sens psychologique, pas au sens classique, mais au sens d'un contrôle extérieur. Les enquêteurs analysent encore les données, les connexions, les heures d'activité, les moments où les comptes sont utilisés. Et un détail étrange revient. Certains messages sont envoyés à des heures où Ibu n'était pas actif, ou du moins, pas censé l'être. Des connexions simultanées, sur différents appareils, dans différents endroits numériques. Comme si plusieurs présences utilisaient la même identité. Un expert en cybersécurité propose une théorie dérangeante.
Et si quelqu'un avait accès à tout? Ses comptes, ses appareils, ses habitudes. Et si Ibu était observé depuis le début? Non seulement observé, mais influencé. Les recherches qu'il a faites, ses messages, ses vidéos. Et si tout cela n'était pas entièrement lui? Une autre analyse est lancée. Les fichiers sont examinés en profondeur. Et là, une anomalie apparaît. Des fragments de données inconnues, non identifiables, cachés dans certains fichiers, comme des traces, des signatures invisibles. Impossible de dire d'où elles viennent. Impossible de dire à quoi elles servent. Mais elles sont là. Et surtout, elles apparaissent toujours. Au moment où Ibu parle de coincidence? Peut-être. Mais dans cette affaire, plus rien ne semble être un hasard. Les vidéos sont réanalysées, image par image. Et un détail presque invisible est remarqué. Dans certaines séquences, juste derrière Ibu, une variation, une ombre, qui ne correspond pas à la lumière. Un mouvement, trop rapide pour être identifié, rien de clair, rien de concret. Mais assez pour créer un doute dangereux. Parce que si quelque chose était vraiment là, alors tout change. Ce ne serait plus une histoire de disparition. Ce serait une histoire d'intrusion, pas dans une maison, mais dans un esprit. Et dans un monde où tout est connecté, une question devient inévitable. Jusqu'où peut aller ce contrôle? Jusqu'à influencer des pensées, des décisions, une disparition? Les enquêteurs hésitent. Parce que cette théorie dépasse tout ce qu'ils peuvent prouver. Mais une chose est certaine. Ibu croyait qu'il n'était pas seul. Et maintenant, eux aussi commencent à douter. Parce que plus ils avancent, plus une sensation étrange apparaît. Comme si quelqu'un observait aussi cette enquête, en silence, et attendait qu'ils comprennent. À ce stade, l'enquête ne cherche plus seulement un homme disparu. Elle cherche une trace, n'importe laquelle. Mais plus les enquêteurs avancent, plus une chose devient évidente. Ibu ne s'est pas simplement volatilisé. Il a été effacé. D'abord physiquement, aucun témoin, aucune sortie, aucune trace biologique. Puis, et numériquement, les comptes sont réanalysés. Et ce qu'ils découvrent est encore plus troublant que tout le reste. Certains comptes ont disparu. Complètement. Pas supprimés de manière classique, non, effacés. Comme s'ils n'avaient jamais existé, aucune archive, aucune sauvegarde, aucun historique. Même les serveurs ne gardent aucune trace. C'est comme si une partie de son existence avait été retirée du système. Une disparition parfaite. Les enquêteurs tentent de récupérer des données, mais les fichiers sont corrompus, fragmentés, incomplets. Certains documents s'ouvrent, puis se détruisent, comme s'ils étaient programmés pour disparaître. Une question devient inévitable. Est-ce que Ibu a fait ça lui-même? Ou est-ce que quelqu'un a terminé ce qu'il avait commencé? L'appartement est fouillé une nouvelle fois. Plus en profondeur, chaque mur, chaque meuble, chaque centimètre, mais il n'y a rien. Pas de passage secret, pas de cachette, pas d'issue. Juste un espace vide. Un espace où quelqu'un était et n'est plus. Les enquêteurs commencent à envisager une hypothèse extrême. Et si Ibu n'était plus là, dans aucun sens du terme, ni physiquement, ni numériquement, comme s'il avait quitté toutes les couches de la réalité. Une idée absurde, impossible. Et pourtant, rien ne contredit cette théorie. Une dernière analyse est lancée sur son téléphone. Et là, un détail étrange apparaît. Une application inconnue, non répertoriée, sans nom, impossible à ouvrir, impossible à supprimer, juste, présente, comme une porte ou une trace de quelque chose qui n'est plus là. L'un des enquêteurs murmure. Et s'il avait trouvé une sortie? Une sortie que personne d'autre ne peut voir, le silence revient. Mais ce n'est plus le même silence. Ce n'est plus celui d'un mystère. C'est celui d'une disparition totale. Parce que maintenant, une chose est certaine. Ibu n'est pas seulement introuvable. Il est absent. Et peut-être volontairement. Ou peut-être définitivement. Après des jours d'enquête, des heures d'analyse et des dizaines de pistes, une chose devient claire. Aucune réponse n'explique tout. Alors les enquêteurs font ce que toute enquête fait. Ils construisent des théories. 3 hypothèses. 3 façons de comprendre ce qui est arrivé à Ibu. La première est la plus simple. Ibu a disparu volontairement. Il a préparé son départ, ses recherches, ses messages, ses vidéos.
Tout semble indiquer une intention. Effacer son identité, quitter sa vie, disparaître sans laisser de traces. Dans cette version, Ibu est un homme lucide, déterminé, qui a réussi quelque chose d'extrêmement rare. Mais cette théorie a une faille, une énorme faille. Comment sortir d'un appartement fermé de l'intérieur? Sans traces, sans bruit, sans caméra. Aucun plan ne répond à cette question. La deuxième théorie est plus sombre. Ibu a été manipulé. Quelqu'un a pris le contrôle de ses comptes, de ses actions, peut-être même de son esprit. Les messages après sa disparition, les connexions multiples, les données inconnues, tout pourrait indiquer une intrusion, une présence extérieure, invisible, silencieuse, mais réelle. Dans cette version, Ibu n'est pas responsable, il est une victime, pris dans quelque chose qui le dépasse complètement. Mais là encore, une question reste sans réponse. Où est-il maintenant? Si quelqu'un l'a manipulé, qu'est-il devenu? Et pourquoi? Aucune trace physique. Puis vient la troisième théorie, la plus dérangeante, la plus difficile à accepter, mais aussi celle qui correspond le mieux à tous les éléments. Ibu ne s'est pas enfui, Ibu n'a pas été pris. Ibu s'est effacé complètement, physiquement, numériquement, comme s'il avait trouvé un moyen de sortir de la réalité elle-même. Ses recherches, ses vidéos, ses journaux, tout converge vers une idée. Il cherchait une sortie, pas une porte, pas une fuite, une sortie différente, une sortie que personne d'autre ne peut voir. Dans cette version, Ibu a réussi quelque chose d'impossible, disparaître totalement. Mais cette théorie pose une dernière question. Si quelqu'un peut vraiment disparaître comme ça, alors, où va-t-il? Et surtout, est-ce qu'il est vraiment parti? Ou est-ce qu'il existe quelque part, hors de notre perception? Les enquêteurs restent face à ces trois possibilités. Aucune preuve définitive, aucune conclusion. Juste, trois vérités possibles et une réalité troublante. Quelle que soit la réponse, Ibu a disparu. Et personne ne sait vraiment comment. Alors que l'enquête semble tourner en rond, qu'aucune théorie ne parvient à tout expliquer. Un nouvel élément apparaît. Discret, presque invisible, un fichier. Caché profondément dans le téléphone d'Ibu. Là où personne n'avait pensé regarder. Sans nom, sans date, juste, présent, les enquêteurs hésitent. Parce qu'à ce stade, chaque découverte apporte plus de questions que de réponses. Mais ils lancent la lecture, l'écran s'allume. L'image apparaît lentement. Et immédiatement, ils comprennent. C'est Ibu, assis face à la caméra. Mais cette fois, quelque chose est différent. Il n'a plus peur, son regard est calme, stable, presque apaisé. Comme si tout ce qui le tourmentait avait disparu. Il regarde directement l'objectif. Comme s'il savait que quelqu'un regarderait cette vidéo. Comme s'il savait qu'on finirait par la trouver. Il prend une légère inspiration. Puis il parle, lentement, clairement. Si vous regardez cette vidéo, il marque une pause. C'est que j'ai réussi. Silence, aucun bruit autour, juste sa voix, stable, maîtrisée. Comme quelqu'un qui a atteint son objectif. Les enquêteurs se figent. Parce que cette phrase change tout. J'ai réussi. Réussi quoi? À disparaître? À fuir? À échapper à quelque chose? Ibu continue. Ils ne peuvent plus me voir, son regard ne bouge pas. Ils ne peuvent plus me suivre. Il incline légèrement la tête. Parce que je ne suis plus là, un silence lourd s'installe. Puis il ajoute, presque dans un murmure. Pas comme vous l'entendez. L'image tremble légèrement. Comme si le signal devenait instable, mais il reste calme, toujours aussi calme. Je n'ai pas disparu. J'ai changé d'endroit. Les enquêteurs échangent des regards, personne ne parle. Parce que ce qu'ils entendent dépasse toute logique. Ibu se penche légèrement vers la caméra. Et pour la première fois, un léger sourire apparaît. Vous cherchez encore une porte. Mais ce n'est pas une porte. C'est autre chose. L'image commence à se dégrader, des parasites apparaissent, des lignes, des coupures. Mais sa voix reste audible. Et maintenant, il marque une pause, plus longue, presque pesante. Vous aussi, vous savez. L'écran clignote. Son visage devient instable, presque déformé. Et juste avant que la vidéo ne coupe, il dit « Ils vont vous regarder maintenant, noir total, silence, un silence différent, pas celui d'un mystère, mais celui d'un avertissement. » Après la dernière vidéo,
L'enquête change de nature. Ce n'est plus une recherche, ce n'est plus une analyse. C'est une attente étrange, lourde, inexpliquée. Les enquêteurs passent en revue chaque élément une dernière fois, mais tout est déjà connu, tout a déjà été vu. Et pourtant, quelque chose persiste, une sensation. Comme si l'histoire n'était pas totalement terminée, les jours passent, puis les semaines, le dossier reste ouvert. Mais aucune nouvelle piste n'apparaît, aucun appel, aucun signal, aucune trace. Le silence devient absolu, trop absolu. Et dans ce silence, un détail commence à déranger certains enquêteurs. Parfois, leur téléphone s'allume sans raison. Écran vide, sans notification. Juste une lumière, rien de plus. D'autres remarquent quelque chose d'encore plus étrange. Sur certains fichiers du dossier, des métadonnées changent légèrement. Invisibles à première vue, mais réelles. Comme si quelqu'un accédait encore au système, sans autorisation, sans origine. Un soir, un enquêteur reste seul au bureau. Le dossier d'Hibou est ouvert sur son écran. Tout est calme, trop calme. Les lumières bourdonnent doucement. Puis, l'écran se fige. Une fraction de seconde, puis revient. Rien n'a changé. Pourtant, il ressent quelque chose. Une présence, invisible, mais proche. Il se retourne, la pièce est vide, évidemment. Mais le sentiment ne disparaît pas. Au contraire, il s'intensifie. Il regarde à nouveau l'écran. Et là, un détail, le curseur bouge, tout seul, lentement. Comme si quelqu'un écrivait, mais rien n'apparaît, juste du vide. Puis, l'écran s'éteint, silence total, l'enquêteur reste figé. Il attend. Rien, puis l'écran se rallume, et une seule phrase apparaît. Sans source, sans utilisateur. Juste une ligne. Vous avez compris maintenant. L'enquêteur recule lentement, personne dans la pièce, aucun accès externe, aucun système actif. Mais le message est là. Et il ne disparaît pas, il reste, fixe, stable, comme une réponse. Ou un rappel, le silence revient, mais cette fois, il n'est plus neutre. Il est chargé, observé, et quelque part, dans cette absence totale de bruit, une certitude s'installe doucement. Hibou n'a peut-être jamais vraiment quitté cette histoire. Il a juste changé de forme. Le dossier Hibou est désormais classé. Non résolu, officiellement. Mais dans les faits, personne ne considère vraiment l'affaire comme terminée. Parce que trop d'éléments restent, inexplicables, trop de coïncidences, trop de silence. Trop de choses qui ne devraient pas exister. Les enquêteurs quittent progressivement le dossier. Les fichiers sont archivés, les preuves rangées. Et avec le temps, l'affaire devient une simple note dans un registre. Une disparition non résolue. Mais pour ceux qui ont travaillé sur le dossier, quelque chose persiste, une sensation étrange, comme si l'histoire n'avait pas vraiment été rangée. Comme si elle continuait ailleurs. Un soir, un ancien enquêteur reçoit un message. Aucun expéditeur, aucun numéro, juste une phrase, sur son écran, « Vous avez bien travaillé ». Il reste figé. Le message disparaît aussitôt, sans trace, sans explication. Il vérifie son téléphone, son ordinateur. Tous ses appareils, rien, aucun historique. Comme si rien ne s'était passé. Pourtant, il l'a vu, très clairement, les jours suivants. D'autres témoignages apparaissent. Des messages similaires, dans différents endroits, toujours la même structure. Toujours la même absence de source. Toujours cette sensation, quelque chose observe, mais sans être visible, sans être localisable. Et surtout, sans jamais interagir directement. Jusqu'au dernier élément du dossier. Celui qui n'avait jamais été ouvert publiquement, un fichier audio, non analysé, non écouté. Les enquêteurs hésitent. Puis ils le lancent, bruit blanc, parasite. Puis une voix, très faible, très proche. Vous pensez que c'est terminé? Silence. Mais vous avez seulement changé de point de vue. L'enregistrement grésille, puis un souffle. Et enfin, une dernière phrase. Je n'ai jamais disparu, silence total, l'audio s'arrête. Les enquêteurs ne parlent pas, personne ne bouge. Parce que cette fois, ce n'est plus une enquête, c'est une compréhension. Hibou n'était peut-être pas un homme disparu. Peut-être qu'il était une présence, une trace, une conscience. Ou quelque chose que l'on ne peut pas vraiment effacer. Et dans le monde connecté, où tout laisse une trace, peut-être que certaines choses continuent d'exister, même après avoir disparu.